de l'actualité, les 100 imams en fin de formation de 2 ans au Maroc ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga les a invités à être des repères et des modèles. Nous allons regarder dans le rétroviseur ce soir pour nous rappeler de 2 faits majeurs de 2024. Il s'agit de Malikoura Biométrie qui a marqué le plan technologique. Malikoura Biométrie qui est un système informatique souverain de gestion des données de recensement administratif à vocation d'état civil et aussi le processus de paix qui a permis de tenir un dialogue direct entre Maliens. Le 4 janvier est dédié à la célébration du braille, un système d'écriture utilisé par les mâles et non-voyants dans le cadre de leur éducation et formation. Pour cette célébration, la rédaction jette le projecteur sur cette écriture. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui. Bouraïma Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile, nous a quittés ce samedi. La rédaction retrace le parcours de l'homme dans ce 20h. Voilà pour le sommaire de ce samedi 4 janvier 2025. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Direction CICB où s'est tenue ce matin une cérémonie à l'honneur des 100 imams qui viennent de boucler une formation de 2 ans au Maroc. Une cérémonie présidée par le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui les a invités à être des modèles, des repères et des références pour les acteurs de toute la communauté musulmane. Cette cohorte a également reçu les diplômes. Les temps forts avec Mamari Koné et Aliou Touré. C'est par la lecture du Saint-Coran que le temps est donné pour cette cérémonie de remise des diplômes à 100 imams qui viennent de boucler une formation de 2 ans à l'Institut Roi Mohamed VI pour la formation des imams. Le Mali et le Maroc posent ainsi un jalon supplémentaire dans le renforcement des relations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Je suis très heureux d'assister à cette cérémonie qui exprime sincèrement la profondeur des relations entre la République du Mali et le Royaume du Maroc et que je souhaite que ces relations se profondra d'une manière qui répondra aux ambitions des 2 peuples. Au nom des imams formés, Yaya Sissé a promis d'être le porte-étendard d'un islam modéré pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. Ceci en conformité avec l'enseignement qu'ils ont reçu au Maroc et qui du reste est en phase avec les valeurs fondatrices de l'islam, une religion de paix et de tolérance. Cette cérémonie marque une étape cruciale dans le renforcement de nos institutions religieuses et dans la consolidation de l'unité nationale. Nous, bénéficiaires de cette formation, prenons l'engagement solennel d'être des ambassadeurs de paix, de prôner un islam modéré et d'œuvrer inlassablement pour le bien-être de notre société. En plus de cette formation en théologie, dira le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, les imams ont également reçu une formation professionnelle dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement une étude à l'imamant, mais c'est une étude aussi à la formation professionnelle. Non seulement ils font les froids, ils font la mécanique, ils font la menuiserie, ils font d'autres choses en dehors de ce qu'on appelle les études islamiques. Cette cérémonie marque l'aboutissement de la formation d'une centaine d'imams. Ceci constitue la première cohorte sur les 300 prévues dans le cadre d'une convention entre le Mali et le Royaume du Maroc. La Convention pour la formation des imams, initiative et volonté personnelle de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est un témoignage éloquent de l'engagement des plus hautes autorités de notre pays à œuvrer pour le bien-être social de la population. Je vous exhorte à pérenniser et à élargir le champ de cette coopération à l'échange d'expériences en matière d'enseignement et de transmission du message pacifique en islam. À cet effet, la capitalisation et la préservation de nos valeurs sociétales, séculaires de tolérance, d'acceptation de l'autre, sont la boussole de notre action. La coexistence pacifique entre toutes les confessions est un acquis malien à préserver. Aucun Malien n'est stigmatisé à cause de son appartenance religieuse.
Le chef du gouvernement a invité les imams à diffuser les messages de sensibilisation de la déclaration de la Confédération des États du Sahel sur les défis sécuritaires du moment. Il les a aussi salués pour les résultats errants obtenus avant de leur exprimer ses attentes. Actualité et contexte sécuritaire oblige, et les défis de l'heure également. La déclaration du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, déclaration du 22 décembre 2024, dans laquelle les chefs d'État appellent, je cite, les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propos d'enrôlement au sein des groupes terroristes, viennent à propos ce matin. À l'endroit des imams ayant reçu leur diplôme, bien entendu, c'est la fin d'une formation, c'est également le début d'une nouvelle mission et nous comptons sur toute la communauté religieuse, musulmane en particulier, pour atteindre cet objectif qui nous a été assigné par les chefs d'État de l'AES. Vous avez franchi avec succès une étape décisive de votre vie spirituelle à travers une formation à l'Institut du roi Mohamed VI de Rabat, une institution de renommée mondiale dédiée à la promotion d'un islam de paix, de tolérance et de modération. En plus des félicitations que je vous adresse, je tiens à vous rappeler que le défi le plus important reste l'application des connaissances et des savoirs acquis lors de votre formation. Je vous exhorte donc à être des modèles, des repères et des références pour les acteurs de toute la communauté musulmane. Le général de division Abdoulaye Maïga a enfin invité les imams formés à accomplir avec fierté cette noble mission qui vient de leur être confiée en bâtissant un islam de paix, d'union et de tolérance. C'est pas l'heure du sport, c'est plutôt le grand format. Dans le grand format de cette édition, nous nous intéressons à Malikoura Biométrie qui a marqué en 2024 le plan technologique. Alors Malikoura Biométrie est un système informatique souverain de gestion des données de recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC et qui a été présenté, vous vous rappelez certainement, au mois de février dernier au président de la transition. Cette infrastructure numérique a été construite par 13 experts maliens issus d'un comité technique de haut niveau mis en place par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et lors de la cérémonie de décoration de ces 13 experts comme chevaliers de l'ordre national par le président de la transition pour leur acte patriotique, le général d'armée Assimi Goïta avait rappelé que le Mali est un peuple millénaire résilient qui doit toujours croire à ses capacités. Rappel de cet événement avec Garibou Pérou. Bloqué, verrouillé, saboté, donc pris en otage par une société française, le Mali a récupéré avec succès son système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. C'était au bout de plusieurs mois de bataille à intensité variée que finalement les experts nationaux ont gagné cette guerre de souveraineté numérique. Le trophée s'appelle Malikoura Biométrie. Après 3 semaines de travail intensif jour et nuit, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs. Nous avons également récupéré et sécurisé les données de la population malienne. Sur le plan logiciel, le temps de démarrage de Malikoura Biométrie est de 10 minutes, contre 45 minutes pour l'ancien système. Le temps d'arrêt également est de 30 minutes, contre 4 heures pour l'ancien système. Il n'y a pas de prestataire étranger pour les contrats de maintenance. Subitement, la société française avait interrompu sa prestation et puis elle a refusé d'honorer ses engagements en matière de transfert de compétences. C'était mal connaître le génie malien. Le système a été non seulement récupéré, mais en plus basculé sur Malikoura Biométrie. Tenez-vous bien, le dit basculement a coûté 0 francs CFA au budget d'État. À l'origine de cette initiative, je voudrais rappeler la réaction du coordinateur du projet. Il a affirmé que la prise en otage de la base de données était une humiliation pour les informaticiens maliens avant de proposer ces services de manière bénévole. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, à l'issue des travaux, une nouvelle application dénommée Malikoura Biométrie soumise à votre approbation a été conçue de manière autonome par des ingénieurs maliens entre le 2 octobre 2023 et le 16 décembre 2023. En plus de l'action bénévole des experts maliens qui ont accepté par patriotisme de travailler gratuitement, le basculement vers le nouveau système n'a eu aucune incidence budgétaire.
Il est d'autant plus important de relever ces faits que l'offre la moins onéreuse pour mettre fin à cette prise d'otage qui nous a été proposée et pour laquelle le ministère de l'économie et des finances a été saisi s'élevait à environ 6 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 6 mois, avec le risque de créer une nouvelle dépendance. Mais à ces patriotes, je voudrais les remercier en votre nom, qui ont pu économiser et faire économiser 6 milliards de francs CFA à notre pays. L'affront proprement lavé, les noms des experts sont désormais sur la liste des patriotes. Tous les 13 ont été décorés hors caméra, chevaliers de l'ordre national par le président de la transition. Conformément à vos orientations, Excellence Monsieur le Président de la transition, chef de l'État et surtout votre sage conseil, je cite, « Si tu veux quelque chose de grand, fais ce que tu n'as jamais fait ». Fin de citation. Les dangers désormais écartés, le système est contrôlé exclusivement par les nationaux. Le président Goïta vient ainsi d'inaugurer les boulevards de la souveraineté numérique. La nouvelle solution appelée Malikura Biométrie représente une avancée majeure pour notre pays, le Mali. Les offres de cette nouvelle solution permettront désormais à nos concitoyens de bénéficier des services de qualité dans les meilleures conditions. À travers la présentation qui a été faite, le nouveau système en tant que solution souveraine développée par des Maliens offre une multitude de perspectives pour notre pays. Malikura Biométrie est un système moderne d'identification biométrique qui va contribuer à renforcer la sécurité intérieure et à rendre plus fiables nos documents administratifs. Mesdames et messieurs, pour aller vers le Mali numérique, j'invite les structures nationales à s'engager vers l'arrimage de leur base de données biométriques à Malikura Biométrie, en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Cela simplifiera les procédures administratives, renforcera la cohérence des informations et contribuera à lutter contre la fraude et la corruption. Un avenir plus sécurisé est le souhait du président Goïta. Il s'est adressé aux experts et par la même occasion à l'ensemble du peuple malien. Messieurs les experts nationaux, l'histoire retiendra que malgré les difficultés du moment, vous avez pu relever les défis. En effet, il est important de rappeler que nous sommes un peuple millénaire et résilient qui doit toujours croire en ses capacités. Nous avons ici, une fois de plus, la preuve que le Mali regorge des talents, des génies auxquels nous devons faire confiance. Dans le contexte de la mondialisation, la souveraineté numérique est cruciale. Si l'année écoulée a permis de récupérer les données du recensement administratif à vocation d'état civil, il faut s'attendre à d'autres prouesses en 2025, surtout qu'elle est décrétée année de culture. C'est une invite à la jeunesse qui doit épouser les valeurs culturelles, expression de notre souveraineté nationale. Rétro également sur le processus de paix et de réconciliation en 2024. Des avancées significatives ont été enregistrées dans ce sens. D'abord, la volonté affichée des autorités d'une appropriation nationale du processus avec l'ouverture du processus de dialogue direct et franc entre Maliens. Au terme du dialogue national, 302 recommandations ont été formulées. Cette appropriation du processus de paix et de réconciliation s'est appuyée sur les acquis déjà engagés en la matière, comme la tenue de la Semaine nationale de la réconciliation. Flashback sur le processus de paix et de réconciliation courant 2024, c'est avec Bemba Sibi. 2024 est incontestablement un tournant majeur dans le processus de paix, de réconciliation et de cohésion nationale, avec la décision historique du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition de l'appropriation nationale du processus de paix et de réconciliation dans son adresse à la nation. Nous sommes à l'orée de 2024. J'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation.
Par ce choix, le président de la transition affirme avec force la volonté souveraine du Mali. Au problème malien, il faut des solutions maliennes pour éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette volonté politique au sommet de l'État est concrétisée le 26 janvier 2024 avec la diffusion du communiqué mettant fin à l'accord d'Alger. Dans la foulée, le ministre chargé de la paix et de la réconciliation, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, tient une rencontre avec certains groupes signataires de l'accord d'Alger. Avec lui, il a été question de la poursuite du processus de paix après la fin de l'accord d'Alger et la lutte contre le terrorisme. La décision de mettre fin à l'accord veut dire tout simplement que le gouvernement a décidé de rendre le processus national. Pour que le processus soit national, il faut que l'accord finisse. Et on va gérer le processus entre Maliens. La fin de l'accord d'Alger ouvre la voie à la mise en place d'un cadre de dialogue direct et franc entre Maliens. Quelques jours après cette rencontre, un comité est mis en place à travers l'adoption du décret 2024-0062 PTRM du 2 février 2024 portant nomination des membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le dialogue intermalien, un dialogue inclusif, s'est tenu en plusieurs étapes, locales, régionales et nationales. Au menu des échanges, 5 thématiques: paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. À l'issue des travaux, 302 recommandations ont été formulées et consignées dans un rapport remis au président de la transition. Des recommandations en vue de poser les jalons d'une paix et d'une réconciliation inclusive et un développement durable. À l'instar des recommandations des autres forats, les résolutions et recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale feront l'objet d'un grand suivi de la part des organes de la transition. Au moment où certains compatriotes, peu convaincus de la marche irréversible du peuple vers sa souveraineté, tentaient de compromettre le processus de la transition, les Maliennes et les Maliens ont une fois de plus donné la preuve de leur grandeur à travers ce dialogue historique. J'exhorte donc chaque organe de la transition, chaque autorité, à quelque niveau qu'elle se trouve, ainsi que chaque Malienne et Malien à agir avec diligence pour la mise en œuvre des dites recommandations et résolutions. Le choix de réappropriation du processus de paix et de réconciliation n'a entaché en rien les acquis engagés. Mieux, les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix ont été capitalisées, ceci en tirant les enseignements des défis qui subsistent. Et les défis se conjuguent au pluriel, de la reconfiguration géopolitique de la région ouest-africaine à la gestion des conséquences des changements climatiques, notamment les inondations. C'est dans ce contexte particulier que s'est tenue du 15 au 21 septembre 2024 la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation CNAR sous le thème Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Le lancement de la semaine à Gao a réuni plusieurs hauts responsables des pays membres de la Confédération du Sahel. Comme vous le savez, la déferlante des inondations consécutives à une saison hivernale exceptionnelle, pluvieuse, n'a épargné aucun de nos États. Le Burkina Faso, à l'image des autres pays membres de l'AES, traverse actuellement une situation de crise, non seulement sécuritaire, mais aussi humanitaire et socio-communautaire. La fragilisation du tissu social dans nos pays respectifs nous recommande aujourd'hui d'inventer des modèles appropriés de réconciliation au sein de nos communautés pour espérer un réel développement économique et social de nos pays. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être solidaires. Cela demande du courage, du temps, mais aussi parfois de l'argent. Et ça peut aussi bousculer nos habitudes. Se soutenir les uns et les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste, comme il en était
depuis les temps immémoriaux dans notre espace du Sahel. C'est dans cette même dynamique de préservation des acquis que la Cité des 333 Saints a abrité ce mois de décembre la 9e édition du Festival du Vivre Ensemble. Le Vivre Ensemble est un des maillons clés dans la promotion d'une cohésion sociale entre les filles et les fils du Mali. Ce festival demeure vraiment au centre des valeurs cardinales de paix, d'unité, de solidarité, de vivre ensemble. Le vivre ensemble, j'aimerais vous dire que ce n'est pas qu'un seul mot. C'est une action, c'est une activité, c'est un concept, c'est un choix et c'est un engagement. L'objectif suprême de toute une nation, c'est s'occuper des populations dans la paix, la sécurité et le développement. 2024 demeure une étape charnière de l'avancée de notre pays vers la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. L'année a été marquée également par l'exécution de plusieurs activités à travers les missions d'appui à la réconciliation sur l'ensemble du territoire national et les projets de résilience communautaire et des services inclusifs au Mali, Mali Denko. Et oui, 2024 a été une année riche en événements au Mali. Et oui, des événements que les citoyens ont suivis avec intérêt. Vous retenez certainement une évolution de la situation sécuritaire avec la neutralisation de plusieurs terroristes, le renforcement de la diplomatie, la relance économique, la poursuite des œuvres sociales du président de la transition et la rénovation de plusieurs infrastructures sportives. Timoro Konaté et Mamadou Sidibé. 2024, une année de multiples défis au Mali. D'abord sur le plan sécuritaire. Les citoyens, du moins les quelques-uns que nous avons approchés, disent constater avec satisfaction la poursuite de l'élan de reconquête du pays et de restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce qui sous-entend une évolution graduelle de la situation sécuritaire que nos interlocuteurs suivent avec intérêt, citant en exemple la neutralisation de plusieurs ennemis de la paix. Les Famas ont remporté une victoire éclatante en entrant à Tezawaten. Pour Kidal, ça c'était déjà fait, mais il fallait parachever le travail, l'œuvre là, qui a consisté pour les Famas de récupérer effectivement la ville de Tezawaten. 2024, c'est aussi le renforcement de la diplomatie malienne, se souviennent nos interlocuteurs. On se rappelle, le général de division Abdoulaye Maïga, alors ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a porté la voix du peuple à la tribune des Nations Unies, évoquant notamment les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Autre pas de géant en matière diplomatique, le choix porté sur le président de la transition par ses pairs pour diriger la Confédération des États du Sahel. Sa désignation par ses pairs de cette confédération pour assurer la présidence pendant 2024 est vraiment l'affirmation, si besoin était de le dire, du leadership de la diplomatie malienne et le rôle de leader qu'on a joué dans le processus de création de cette alliance. J'ai également retenu l'arrestation d'un certain nombre de leaders politiques et leur libération en 2024. Et surtout, j'ai retenu la rupture entre l'ancien Premier ministre Choguel et les militaires. La relance de l'économie, il en a été question en 2024. L'inauguration récente du site de lithium de Goulamena, consécutive à la relecture du code minier et son contenu local, s'inscrit dans cette dynamique. Avec la nouvelle loi prise par les autorités, cela a permis à l'État de s'approprier presque, si l'on peut dire ainsi, de nationaliser ces mines-là, n'est-ce pas, et qui vont désormais tourner au bénéfice des Maliens. Voilà, donc avec un contenu local vraiment favorable aux populations du site. Parce que jusque-là, l'or brillait, mais pas pour les Maliens, c'était pour ceux qui exploitaient l'or, là, qui sont la plupart du temps des multinationales. Nous avons vu la promulgation par le président de la transition, cette promulgation de la loi sur le contenu local en 2023, mais la concrétisation, la plupart a eu lieu en 2024. Et nous sommes à pied d'œuvre pour cela, qui constitue pour nous un acte de souveraineté économique. À cet effet, nous, en tant que représentants du secteur privé, nous allons continuer à promouvoir cela. Autre fait marquant dans le viseur de nos interlocuteurs au titre de l'année écoulée, les œuvres sociales du président de la transition, la réalisation et la réhabilitation de certaines infrastructures sportives. Il s'agit en l'occurrence des stades du 26 mars, Abdoulaye Makoro Sissoko de Kai,
Kati est la pose de la première pierre du stade de Tombouctou. De quoi contribuer à créer davantage les conditions favorables à l'épanouissement de la jeunesse malienne. Ce qui a fait que les autorités ont sollicité les instances au niveau continental pour l'organisation de la CAN des U17 et des U20. Malheureusement, malgré ces efforts qui ont été consentis dans un contexte difficile, on a été vraiment très au regret de constater qu'on n'a pas pu confier l'organisation de ces deux CAN-là à la République du Mali. Il s'agit là pour ses concitoyens des acquis en dépit des conditions socio-économiques et politiques peu favorables devant être consolidées et chacun à son niveau doit y travailler pour une sortie définitive des crises. Une note d'espoir sur laquelle s'ouvre la page 2025. Et l'état-major général des armées confirme l'arrestation de Mohamed Ould Erkeil, alias Abou Rakia ou Abou H, un chef terroriste de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara. On note aussi la neutralisation de plusieurs de ses combattants et la récupération de divers matériels militaires. Le film avec Abdoulaye Sako. 2025, une année qui commence fort pour les forces armées maliennes. Un grand terroriste vient d'être arrêté. Il s'agit de Mohamed Ould Erkeil, alias Abou Rakia, alias Abou H aussi. Un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara. Plusieurs de ses combattants ont aussi été neutralisés et divers matériels récupérés, y compris d'innombrables matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés ce 3 janvier 2025. L'opération de précision a été menée avec un remarquable professionnalisme par les unités engagées dans le secteur d'Amasarakad à 120 km de Bourem, région de Gao. Ces terroristes, longtemps recherchés et connus des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires atrocités de masse, exactions et abus contre les populations dans la région de Menaka et Gao, y compris la plus grande barbarie contre le village d'Ingwelan en février 2018 avec un incendie du Saint-Coran ainsi que les attaques contre les femmes. Les premières enquêtes confirment qu'il a activement collaboré avec Abou Ouzeifa et Osama Madolo, deux chefs terroristes déjà neutralisés. Ses liens avec Abdul Walid Al-Sarawi, Abdel Hakim Al-Sarawi et Rissa Al-Sarawi sont confirmés. L'état-major général des armées félicite les unités engagées et magnifie leur professionnalisme pendant les combats. Il rassure l'opinion que la traque des terroristes continue. Bravo à nos femmes et que Dieu vous garde. Sur un tout autre plan, j'y arrive, et je le disais dans les titres, le braille est un système d'écriture utilisé par les mâles et non-voyants dans le cadre de leur éducation et information. Cette écriture est apparue depuis le 19e siècle, vu l'importance de la place de cette écriture dans l'éducation et l'autonomisation des non-voyants. La journée du 4 janvier est dédiée depuis 2001 à la célébration de la dite écriture. Dans cette mouvance du 4 janvier, notre reporter Mariam Koulibaly jette le projecteur sur cette écriture au Mali. Le braille, tirant son nom de l'un de ses précurseurs, le français Louis Braille, fait son apparition au Mali vers les années 1973 avec le retour des fées Ismaïla Konaté et sa femme de leur formation de la France. L'histoire du braille avec le Mali est une histoire assez intéressante. Elle a commencé en octobre 1973, après que M. Ismaïla Konaté, paix à son âme, aille en formation en France. Quand il est venu former aussi ses concitoyens que nous sommes. Moi, je fais partie de ces tout premiers élèves, je fais partie de la 6e promotion. Le système braille est composé de 63 combinaisons, 40 lettres, 10 signes de ponctuation et 13 signes hors série utilisés pour les abréviations et les mathématiques. Le tout s'exécute sur une tablette avec des papiers à l'intérieur. L'apprentissage du braille est lié à la découverte des 6 points, qu'on appelle les 6 points saillants. C'est pourquoi vous allez me voir tenir les poinçons comme ça. Je le mets dans cette case. Et la case là comprend 6 points.
il y a le point 1, on ne va pas dire en braille 1 point, il y a le point 1, le point 2 au milieu à droite, le point 3, le point 4, le point 5 et le point 6. Donc on écrit de la droite à la gauche, contrairement à la lecture qui se fait de la gauche à la droite. De son introduction à ce jour, cette écriture dont l'apprentissage nécessite une durée maximum de 1 an enregistre des résultats encourageants. Cela se prouve tant par le nombre de personnes formées que par les innovations apportées comme l'informatisation du système. On a commencé à informatiser le braille à travers des logiciels qu'on appelle JAWS. Donc c'est comme une application, un logiciel qui nous permet de travailler avec la synthèse vocale. Nous avons près de 300 diplômés qui sont dans le secteur public ou parapublic et actuellement nous avons près de 450 élèves, ne serait-ce qu'à l'école de Bamako. En plus de cette école, on a une école à Ségou et à Gao pour dire que le braille est en train de produire son effet dans le cadre de la scolarisation des enfants avec nous. Occupant une place de choix dans la scolarisation et l'autonomisation des non et malvoyants, le braille est aperçu aujourd'hui comme une source de lumière qui illumine la vie des non-voyants. Le braille joue un rôle très important dans la vie d'une personne vivant avec déficience visuelle. Le braille permet la scolarisation, le braille permet la socialisation, le braille est l'écriture qui permet à l'aveugle de changer sa vie, d'être scolarisé et d'être au rendez-vous du monde. L'histoire du braille avec le Mali a été vraiment salutaire et ça continue à être salutaire parce que grâce à ça, les non-voyants maliens renforcent leur autonomie. Si le braille n'existait pas, il aurait fallu quand même le créer. Pour maintenir cette dynamique, les adeptes du braille demandent ardemment la vulgarisation de cette écriture avec la mise en place des bibliothèques adaptées, la promotion de l'éducation inclusive et surtout la facilitation d'accès au matériel didactique du braille. Rendons-nous à présent à Bougouni, où s'est rendu le ministre de la Jeunesse et des Sports pour rencontrer les jeunes de la localité. C'était pour les mobiliser, échanger avec eux et les galvaniser afin de faire face aux défis de la jeunesse du Mali. Au RTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, en marge du lancement des activités de la journée du sport de masse et les activités de la lutte contre la drogue, a rencontré les jeunes de Bougouni. Cette rencontre a pour vocation d'échanger de façon directe et franche sur les défis et les enjeux de la jeunesse malienne, afin de répondre aux aspirations et aux attentes du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Nous avons rencontré le ministre, c'était juste de savoir les différentes opportunités que la jeunesse puisse bénéficier dans la région de Bougouni. Et pour manque d'accompagnement, l'expliquer les problèmes et voir ensemble si nous pouvons quand même trouver une solution. Il s'agissait pour nous aujourd'hui de nous imprégner aujourd'hui de la situation de la jeunesse à Bougouni, de leur engagement, des attentes qu'ils ont, mais également du rôle qu'eux ils pensent qu'ils peuvent jouer aujourd'hui dans le cadre de leur communauté, mais dans le cadre de l'appui également de la transition. Donc je pense qu'à travers ces échanges-là, nous avons pu bien parler de certains sujets, mais également ça nous a permis d'apporter certains points d'éclaircissement. Le ministre, à l'issue de cette rencontre, dit avoir échangé avec une jeunesse très prometteuse, prête à répondre à l'appel de sa patrie quand les besoins se fera sentir. C'est plus qu'un espoir, je pense qu'aujourd'hui les dés même sont jetés, les actes sont posés, ils sont dans des actions concrètes et ça c'est important. Je pense qu'aujourd'hui on leur a fait comprendre qu'il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura seulement que les réponses aux actes que nous allons poser. Je pense que nous avons commencé à planter des graines. Et ces graines-là, heureusement, je pense que sont en train de germer. À noter qu'au terme de cette rencontre, les jeunes ont formulé une panoplie de recommandations parmi lesquelles on peut retenir l'organisation de la brigade citoyenne dans les capitales régionales, la réhabilitation du stade Sakorambéry Diakité, l'agrandissement du centre professionnel de Bougouni, entre autres. J'existe, c'est l'intitulé de la campagne mondiale dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. Le bilan des activités réalisées a été dévoilé. Selon le bilan présenté, les résultats significatifs ont été réalisés en termes de renforcement du cadre juridique et institutionnel dans la lutte contre l'apatridie. Aliou Abdoulaye Touré.
L'apatridie est la situation d'une personne que l'État ne reconnaît pas comme son ressortissant. Sans lien juridique avec l'État, l'apatride perd ainsi ses droits les plus élémentaires, notamment le droit d'établir une pièce d'identité, avoir un acte de naissance, ouvrir un compte en banque, le droit d'aller à l'école et même le droit à la nationalité. Pour faire face à ce phénomène qui prive l'individu de ses droits, le Mali a inscrit au rang de ses priorités la lutte contre l'apatridie à travers des activités contribuant à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Notre pays a toujours été attaché à la protection de la dignité humaine à travers des dispositions juridiques visant à minimiser le risque d'apatridie auxquels peuvent être exposés des enfants, notamment se trouvant sur le territoire malien, comme l'atteste la loi 62-18 du 3 février 62 qui accordait notamment la nationalité malienne à l'enfant de parents inconnus trouvé au Mali et à tout enfant né au Mali d'un parent apatride si l'autre parent est dans l'impossibilité de transmettre sa nationalité à l'enfant. Depuis une dizaine d'années, le Mali s'est engagé dans la lutte contre l'apatridie à travers la campagne intitulée « J'existe » pour instaurer un cadre juridique. Au lendemain du lancement de la campagne I Belong, J'existe, les autorités maliennes ont entrepris plusieurs actions, dont quelques-unes retiennent particulièrement mon attention. La première étant la nomination d'un comité interministériel de lutte contre l'apatridie en 2014 déjà. La participation du Mali à la déclaration d'Abidjan, et bien entendu au plan qui a suivi celui de Banjul en 2015. Toutes ces actions notables permettent de hisser le Mali sous le leadership du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à une place de référence dans la lutte contre l'apatridie dans le monde. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies a réaffirmé la disponibilité de son bureau à poursuivre son engagement pour soutenir les efforts et les initiatives du gouvernement du Mali dans la lutte contre l'apatridie. Présent le contenu de ce communiqué, le réseau qui a des organisations culturelles du Mali, la Fédération des artistes du Mali et l'Union des associations des artistes producteurs et éditeurs du Mali ont appris avec satisfaction la décision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de décréter l'année 2025 année de la culture au Mali. Les trois fêtières de la culture remercient le président de la transition pour cette marque de confiance au secteur de la culture et lancent un appel pressant à tous les acteurs culturels et artistiques pour relever ensemble le défi. L'Institut national de la statistique a tenu la 22e session de son conseil d'administration. L'Institut a atteint un taux global de réalisation de 66% pour son plan d'action 2024. Reportage à Guibo Koulibaly et Sambou Diakité. Au cours de cette session, le directeur général de l'INSAT a exprimé sa satisfaction quant aux avancées réalisées tout en mettant en avant la nécessité de continuer à améliorer la production de données de qualité. Il a remercié le gouvernement pour son appui, notamment à travers l'allocation de 15% de la redevance statistique qui renforcera les capacités de coordination de l'INSAT. De l'année 2024, l'INSAT a pu réaliser 66% de ces activités, donc 2 activités sur 3 ont pu être réalisées malgré le contexte du pays que nous connaissons tous. Et parmi ces activités, on peut citer un certain nombre d'envergures, notamment l'analyse des données du recensement général de la population de l'habitat, ainsi que du recensement général des unités économiques. Il y a aussi l'enquête modulaire permanente auprès des ménages que nous réalisons chaque année et qui permet vraiment de donner des indicateurs pertinents pour le suivi du CRET, mais aussi des ODD. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances a salué les efforts de l'INSAT dans l'exécution de ses missions stratégiques. Malgré un contexte particulièrement difficile caractérisé par des restrictions budgétaires et le retrait de certains partenaires financiers, l'INSAT s'est montré résilient et des activités phares ont pu être réalisées au cours de l'année 2024. La session sera clôturée par l'adoption des documents stratégiques et du projet de programme d'activité et de budget pour 2025. Le secrétaire général a rappelé l'enjeu fondamental d'une statistique nationale forte pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs et a encouragé l'INSAT à poursuivre sur cette dynamique de résilience et d'excellence.
Sortie de la première promotion des professionnels de la santé en hygiène hospitalière, l'objectif est de renforcer le dispositif sanitaire dans nos hôpitaux. Reportage Youssouf Diakité et Barakou Maïga. L'assainissement de nos structures de santé est au centre de la politique nationale de la santé au Mali, un défi auquel les autorités tentent d'apporter des solutions concrètes. C'est ce qui motive la mise en route de cette formation interuniversitaire en hygiène hospitalière dont la première promotion vient d'être mise sur le marché. Ils sont 100 professionnels de la santé à recevoir leur diplôme de fin de formation en hygiène hospitalière. Un motif de satisfaction pour le coordinateur de la formation interuniversitaire qui a vu la matérialisation de son projet. L'hygiène hospitalière est une discipline ayant pour objet la prévention des maladies infectieuses dans les établissements de soins. C'est une suite d'actions dont la pratique et le contrôle permettent de prévenir de manière beaucoup plus optimale possible le développement des infections nosocomiales. De ce fait, elle s'applique aux patients, au personnel, ainsi bien qu'aux visiteurs de l'hôpital. Il symbolise pour nous un véritable engagement à améliorer la qualité des soins et des services offerts à nos populations. À cet effet, nous prenons l'engagement pour relever les défis actuels et futurs dans l'application de l'hygiène hospitalière dans les établissements de santé, gage de la santé pour tous. L'un des partenaires stratégiques pour la matérialisation du projet, c'est bien l'Université des sciences techniques et des technologies de Bamako. La diversité du personnel formé, ça c'est très très important. L'effectif du personnel formé et également les caractères pionniers de cette formation. Le recteur, par ma voix, est fier et se réjouit du succès de cette formation. L'initiative a été financièrement soutenue par le Fonds mondial à travers l'unité de mise en œuvre du renforcement du système de santé au Mali. Et remercier ceux qui ont accepté d'observer cette formation-là en les félicitant pour le choix porté sur eux. Parce que c'est sur eux que nous allons compter pour transformer notre système de santé, surtout en termes d'hygiène hospitalière, une discipline transversale. Vous êtes aujourd'hui les pionniers dans ce domaine spécifique et stratégique qu'est l'hygiène hospitalière. Et votre contribution sera essentielle pour réduire les infections associées aux soins et améliorer la sécurité sanitaire dans nos hôpitaux. Pour mémoire, avec les équipes de l'hôpital, les spécialistes en hygiène hospitalière supervisent les méthodes de travail et les techniques de soins comme la surveillance et l'isolement des patients infectés, le contrôle des techniques de stérilisation et de la qualité de l'environnement, le contrôle de la propriété, entre autres. Et les membres du comité de pilotage du plan d'action national de la résolution 1325 se sont réunis pour partager les résultats de la mise en œuvre du 10 plans de l'année 2024. Les membres du comité de pilotage aborderont également les perspectives. Reportage à Daouda Koné. La tenue de cette réunion des membres du comité de pilotage du plan d'action national de la résolution 1325 témoigne de tout l'intérêt des autorités pour plus de participation des femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Là où on a actuellement, plusieurs régions ont leur plan d'action et même des communes ont leur plan d'action. Ici, il faut remercier l'Espagne qui a eu à financer le plan d'action de la commune de Ségou et de Massina. Cette réunion n'est pas seulement un espace de dialogue et de bilan, comme vous le savez. C'est avant tout une démonstration de notre engagement collectif et notre engagement qui s'est traduit par des actions concrètes sur le terrain. Il s'agira pour les membres du comité de pilotage du plan d'action national de la résolution 1325 d'échanger sur les acquis, les obstacles, les défis et contraintes identifiés. Ils doivent dégager des pistes de solutions qui feront l'objet d'une attention et d'un examen de la part des autorités. La mise en œuvre de la troisième génération du plan d'action national de la résolution 1325 2019-2023 durant 5 ans
a permis de réaliser des progrès tangibles pour plus de participation aux femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits, de protéger et de sauver des vies. L'objectif global du plan d'action national du Mali est de promouvoir la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation et dans la gouvernance post-conflit. Et justement, toujours dans le cadre de la résolution 1325 des Nations Unies, plus de 60 millions de francs CFA est un appui fait par ONU Femmes à 130 associations de femmes des communes de Ségou et Massina dans la région de Ségou. Fousséni Samaké et Bakary Traoré. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1321 des Nations Unies en faveur de l'autonomisation des femmes et la résolution des conflits, 130 associations de femmes des communes de Ségou et de Massina bénéficient d'un appui de ONU Femmes. Le coût total est de plus de 60 millions de francs CFA financé par l'Agence espagnole de coopération internationale. L'équipement et matériel ici présent est composé de des équipements pour transformation du lait pour Ségou et Massina, composés de 3 congélateurs, 3 réfrigérateurs, 1 stérilisateur et accessoires. Les équipements pour la saponification pour le cercle de Massina, 4 moules, 4 découpeurs et des cuves, marmites et d'autres accessoires. 6 banques de céréales à Ségou, en plus d'une moto tricycle. Les bénéficiaires apprécient ce geste de ONU Femmes qui leur permet de contribuer davantage à la recherche de la paix et la cohésion sociale. Ce appui nous aidera dans notre autonomisation et la consolidation de la cohésion sociale. On remercie les donateurs. C'est des femmes, encore une fois je le dis, très actives dans le cadre de la promotion de la paix dans la commune urbaine de Ségou, qui s'activent de jour comme de nuit aux côtés même de nos légitimités traditionnelles pour nous aider dans les différents forats que nous organisons. Et un remerciement à l'endroit également de ONU Femmes, de l'Agence espagnole de coopération internationale et de l'ONG d'exécution, l'ONG Carrefour Développement. Cet appui est destiné aux associations des femmes, des personnes vivant avec un handicap, de veuves et orphelins. Actualité AES, première escale Niger. Le chef de l'État a reçu les 2 finalistes de la 45e édition du Sabre national, notamment le champion Abba Ibrahim et le vice-champion Kadri Abdou dit Isaka Isaka, Jocelyne Amoussou et Ousmane Sani Abdou. C'est à juste titre que ces 2 finalistes de la 45e édition du Sabre national, tenu à Dosso, du 20 au 29 décembre dernier, sont reçus par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, le général de brigade, Abdelrahman Tchani. Ils ont tenu en haleine le public lors de la finale qui a consacré Abba Ibrahim, champion, et Kadri Abdou, dit Isaka Isaka, vice-champion. En les recevant, en présence des membres du CNSP, cette délégation, conduite par le gouverneur de la région de Niamey et du président de la Fédération nigérienne de lutte, FENILUT, a reçu de vive voix les félicitations du président du CNSP, chef de l'État. Le président de la République était très content de nous avoir reçus. Le président a remercié tous ceux qui ont participé à l'organisation et tous ceux qui ont quitté leur région pour rejoindre Dosso et la population aussi de Dosso pour les calmes qu'ils ont pu garder pendant les 10 jours de compétition du Sabre national qui s'est tenu à Dosso. La 46e édition du Sabre national se déroulera en décembre 2025 à Tawa. Ces 2 finalistes, s'exprimant en langue Hausa et Zerma, promettent offrir le meilleur d'eux-mêmes pour remporter le prochain sabre. Et au Burkina Faso, la coordination nationale des associations de veille citoyenne a remis un drone de surveillance et autres dons aux forces de défense et de sécurité aux volontaires pour la défense de la patrie. Reportage Edouard Ouedraogo.
Un drone d'une valeur de 9 600 000 francs CFA remis aux forces de défense et de sécurité par ces populations engagées à les accompagner pour la reconquête du territoire national. Et ce n'est pas tout. À cette remise, les fils et filles de la COSI expriment leur reconnaissance au FDS et au VDP en leur disant merci pour la réinstallation de certaines personnes déplacées internes dans leur localité. Cette contribution, c'est pour aider le FDS et le militaire pour la reconquête de la province de la COSI notamment et la Coupe du Monde et le Burkina Faso entière. Tous mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, les responsables de la coordination nationale de la veille citoyenne, Boukoul Dimoun, saluent les efforts déjà consentis par les populations de la COSI. Il les appelle à maintenir la vigilance. En plus du drone, les volontaires communaux pour la défense de la patrie de Nouna reçoivent des vivres des mains de la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne de la COSI. Et afin de mieux lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la direction en charge du tourisme décide de renforcer les capacités des acteurs du secteur du tourisme sur le phénomène. C'est pour mieux les informer, les sensibiliser pour une meilleure lutte. Boubacar Babli Touré. Opportunités d'affaires ou encore échanges commerciaux et de rencontres, le secteur du tourisme joue un rôle important dans l'économie de notre pays. Et qui parle d'économie, parle forcément de capitaux ou d'investissements. Donc, ce secteur, tout comme d'autres, n'est pas à l'abri de certaines pratiques illégales, dont le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est pour lutter efficacement contre le phénomène que la direction en charge du tourisme, en collaboration avec le Centre de traitement de l'information financière CENTIF, sous la houlette du ministère de tutelle, a initié cet atelier. Le but est de mieux outiller les acteurs du secteur en vue de leur implication. La direction est dans son rôle parce que être superviseur d'un secteur, c'est justement de sensibiliser le secteur à ses obligations, c'est de former les acteurs à pouvoir mettre en œuvre les activités de contrôle, c'est d'édicter aussi des règles, des directives afin que chacun soit en mesure de mettre en œuvre ses obligations. Le thème retenu pour cette rencontre est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est car où les acteurs de l'économie que vous êtes discuteront non seulement des contraintes et défis liés aux échanges entre différentes parties prenantes, mais également des voies et moyens permettant de limiter les impacts négatifs liés à ces transactions ou échanges. La lutte contre ce fléau complexe et multiforme est une préoccupation du gouvernement. Plus que jamais, la synergie entre tous les acteurs, dont ceux du secteur public et du secteur privé, devient nécessaire pour endiguer cette menace existentielle. On prépare à cet atelier les acteurs venus du district de Bamako et de l'intérieur du pays. C'est l'heure du sport dans ce journal et il est au rendez-vous. C'est Seragatou Sissé pour l'actualité sportive de ce samedi. Bonsoir Seragatou Sissé. Bonsoir Khadija Tekone. Alors rendons-nous d'abord à Sikasso pour parler de la finale du tournoi de soutien à la transition qui a vu le sacre de FC Black Star devant Tarada 2-0. Oui, au thème d'une finale palpitante, FC Black Star appliqué a eu raison de l'équipe de Tarada 2-0. Moment de fête et de brassage à Sikasso à l'occasion du tournoi de soutien aux autorités de la transition. Ces équipes ont pris part à ce tournoi, nous dit Yourubala Diabaté, un de nos correspondants régionaux à Sikasso. FC Black Stars en jaune face à la formation de Tarada, c'est l'affiche de la première édition de la finale du tournoi de soutien à la transition. L'objectif, selon les organisateurs, est de prôner la cohésion sociale, le vivre ensemble au sein de la jeunesse et soutenir les autorités de la transition.
Cette première édition du tournoi de soutien à la transition est parrainée par Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le docteur Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, a voulu placer cette cérémonie sous le signe de l'entraide, la convivialité, l'unicité entre les jeunes du Mali en général et ceux de Sikasso en particulier. Nous remercions aussi tous les organisateurs ici présents, toutes les équipes ici présentes ici, qui nous ont aidés à faciliter ce beau travail. C'est une rencontre assez palpitante entre les deux équipes qui a tenu toutes ses promesses. Les protégés de Omar Sanogo en jaune se sont imposés en faisant trembler le filet par le score de 2-0 à la fin de la première période. FC Black Stars conserve cet avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire. équipe Tangoro, tournoi complet. 16 équipes ont pris part à ce tournoi en éliminatoire direct. La compétition s'est bien déroulée sans aucun incident. Au chapitre des récompenses, l'équipe vaincue empoche 100 000 francs CFA, un ballon et un jet de maillot. Quant au vainqueur, en plus du trophée, il reçoit une enveloppe de 150 000 francs CFA, un ballon et un jet de maillot. La première édition du tournoi de soutien à la transition a vécu vivement la deuxième édition. Voilà, donc c'est la gâteau compétition africaine des clubs, phase de groupe, 4e journée. Le Djoliba AC en Ligue des Champions est sur place à Luanda pour affronter ce dimanche les Angolais de Sagrada. Oui, 4e du groupe D avec 2 points en 3 journées. Le Djoliba AC n'a toujours pas amorcé son décollage dans cette campagne. Les Rouges ont tiré certainement les enseignements de cette phase. Allez, ce voyage en Angola va-t-il servir de déclic pour le Djoliba face à Desportivo Sagrada Esperança? Coup d'envoi du match, 16h temps universel. On écoute successivement le défenseur Alou Doumbia et l'entraîneur Demba Mamadou Traoré au micro de Ari Dumatina et Mohamed Sidibé. Il y a la joie, il y a l'entente, on travaille bien, le groupe vit très très bien. On est en train de préparer sereinement, très sereinement le match de dimanche de la Ligue des Champions africaine. Donc on est en train de préparer le match avec motivation et avec optimisme. L'état d'esprit est au top, les joueurs sont motivés et on compte aborder ce match avec la plus grande sérénité, Inch'Allah. Et le stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération reçoit ce dimanche, c'est la Gatou Sissi, les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Oui, c'est un duel au sommet dans le groupe B. Le stade malien de Bamako est deuxième avec 4 points et la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, leader, 9 points. Les Blancs ont promis de faire chuter les Marocains ici à Bamako. C'est d'ailleurs l'avis de l'entraîneur du stade malien de Bamako, Mamoutou Kade, et du milieu de terrain, Hamma Mandia. On est passé, on a hâte de commencer ce match. Je pense que c'est un match hyper difficile, hyper compliqué. Il ne faut pas accélérer. On va essayer, on va tout faire pour essayer de multiplier leur force par 0 pour qu'on puisse profiter de cette faiblesse, marquer pour avoir ces 3 points. On prépare ce match avec beaucoup de détermination parce que c'est un match très crucial pour nous. Donc on est là avec les entraîneurs et l'encadrement et tout le staff technique pour vraiment bien préparer ce match parce que c'est un match très décisif pour la qualification en quart de finale. Le match Stade Malien de Bamako, Renaissance sportive de Berkane du Maroc est à suivre ce dimanche à 19h au stade du 26 mars en direct sur ORTM 1 et la radio nationale. ORTM 2, autant pour moi. ORTM 2 et la radio nationale. Voilà. Le centre de formation de volleyball de Daoudabougou en dames et l'AS Commune 4 en messieurs s'offrent les trophées de la Coupe du Mali en volleyball. Oui, c'était face à l'USFAS et à l'AS 1008 Logement. Le centre de formation de volley de Daoudabougou et l'AS Commune 4 terminent en beauté cette saison. Le compte rendu de cette finale en dames et messieurs avec Abdul Karim Kaba. Le centre de formation de volleyball de Daoudabougou rafle tout en 2024. Cette jeune formation gagne les trophées de la Coupe du Mali et du championnat national. En finale de la Coupe du Mali, les filles de Daoudabougou l'emportent devant l'USFAS. Elles sont revenues de loin. Après 2 sets concédés, le centre de formation de volleyball de Daoudabougou gagne au time break 15-9. Chez les hommes, l'AS Commune 4 en bleu est face à l'AS 1008 Logement.
Après la cérémonie protocolaire et le coup d'envoi symbolique du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, les jeunes de l'AS Minute Logement gagnent rapidement les 2 premiers sets. Avec détermination, engagement et l'envie, les Bleus de la commune 4 établissent la parité à 2 sets partout, puis s'imposent dans les temps additionnels. 3-7-2, résultat final. C'est un sentiment de joie, de fierté, de satisfaction. Je suis très fier de mes jeunes aujourd'hui. Avec ces différents résultats, la Coupe du Mali et le championnat national ont comblé les attentes, en témoigne le niveau des équipes. Les 2 finales de la Coupe du Mali, hommes et dames, vous avez vu des équipes extraordinaires, 2 finales époustouflantes en réalité. Nous venons de voir chacune des finales 5-7 joués. Donc ça démontre que les équipes ont à peu près les mêmes niveaux. On a vu le niveau d'engagement. On a pu constater que le volleyball du Mali est en hausse. En assistant à ces finales de bout en bout, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, apprécie la discipline et le talent des jeunes. Ce n'était pas joué d'avance. Nous avons vu des équipes d'âmes très engagées, avec beaucoup de détermination, beaucoup de hargne. Et la meilleure équipe a gagné. Chez les garçons, c'était pareil. Ils ont tout donné. C'était vraiment à la dernière minute. Nous avons eu du très beau jeu ici. L'occasion était bonne également pour Amara Yafa, arbitre et joueur de volleyball malien résident en France, pour remettre des ballons aux équipes. Cette initiative vise à améliorer les conditions d'entraînement des équipes locales. À travers cette initiative, Amara Yafa démontre qu'avec de l'engagement et des partenariats stratégiques, il est possible de contribuer concrètement au développement du sport au Mali en offrant aux jeunes talents les outils nécessaires pour la réussite. Voilà donc à retenir, Sragatou, le stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération reçoit ce dimanche les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Un match à suivre sur ORTM 2 à partir de 19h. Tout à fait. Merci bien. Je vous en prie. Et à demain. Oui, Inch'Allah, avec plaisir. Retrouvez désormais dans vos kiosques 24 heures. C'est un magazine d'information générale qui traite des sujets relatifs à l'économie, la diaspora malienne, entre autres. Le siège social se trouve à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. Voilà, un magazine 24 heures à retrouver désormais dans vos kiosques. Page noire de cette édition, les forces vives de la nation, désormais privées de leur porte-parole, Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile, s'en est allé ce samedi. En attendant les obsèques prévues demain à 14h à Kalabankouro, Sir Ibrahima Keïta retrace le parcours de ce grand homme. Suivant. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais à présent inviter Monsieur Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile, pour les vœux des forces vives de la nation. Monsieur Touré. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les forces vives de la nation, désormais orphelines de porte-voix, pas qu'elles, la société civile, mais aussi bien des ONG, œuvres maliennes d'aide à l'enfance du Sahel, CCA-ONG, et on en oublie volontiers. La parole personnifiée s'est tue. Et ce samedi, 4 janvier 2025, celui qui aimait innover et était partisan des nouveautés a été emporté par le nouvel an. La faucheuse a mis fin aux ambitions commensurables de celui qui aura été de tous les rendez-vous du développement humain ou de la promotion de la démocratie ou presque. Réélu le 8 janvier 2023 à la tête du Conseil national de la société civile, il était membre du Comité national indépendant suivi-évaluation de la mise en œuvre des assises nationales de 2021 à nos jours. Il fut aussi membre de la commission d'organisation du dialogue national inclusif, membre du panel des hautes personnalités de la Commission nationale d'organisation des assises nationales, membre du Conseil économique, social et culturel. Il a aussi siégé au conseil d'administration de l'AGETIP, au compte des ONG.
Pendant 38 ans, de 1987 à nos jours, il a géré une vingtaine de programmes dans les domaines de la promotion de la démocratie, dont certains ont été à l'origine de la naissance du Conseil national de la société civile. Le natif de Koumaïra, dans le cercle de Niafunke, était détenteur d'une maîtrise en philosophie-sociologie obtenue en 1986 à l'ENSUP de Bamako. Avec sa disparition, la société civile se sait à faune, en tout cas le temps du deuil. Paix à son âme, amen. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau, Dieu voulant. Les problèmes ne sont pas des panneaux d'arrêt, ce sont plutôt des directives, disaient nos grands-pères. C'est donc ensemble que nous pourrons relever les défis du Malikoura. Bonne fin de soirée à tous.